Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information. Ravi de vous retrouver après ces vacances. Nous répondrons à toutes vos questions dans la dernière partie de cette émission. La petite chirurgie esthétique. Alors, vous devez trouver que le bon docteur Lemoine est encore sur une plage, essayant de deviner les résultats de ce qui reste un des thèmes de discussion les plus appréciés, les ravages du bistouri. Car c'est vrai que quelques résultats de chirurgie esthétique sont effrayants. Mais détrompez-vous, si autant de personnes en parlent, si autant de femmes, mais aussi d'hommes sont tentés, c'est qu'il existe quelques interventions cohérentes pour gommer une partie disgracieuse du corps qui vous obsède depuis votre jeunesse, ou encore, même si c'est plus discutable, pour lutter contre le cheminement inéluctable du temps. La vieillesse est, paraît-il, un naufrage, mais c'est aussi un réservoir inépuisable pour les chirurgiens esthétiques. Et que dire à vos patients, que conseiller ? Le dossier n'est pas simple, et pour ne pas risquer de transformer votre patientèle en quasimodo, il fallait un virtuose de cette discipline pour nous donner des explications, des règles simples et validées. Certains d'entre vous connaissent déjà le docteur Armand Paranque, un nom qui compte dans la reconstruction. Son long passage de chirurgien des armées lui a offert une technique irréprochable et une éthique que l'on met parfois en doute chez nombreux de ses confrères. Alors avec lui, nous allons passer en revue les principales interventions que vous pouvez conseiller à vos patients. Oreilles décollées, bosse sur le nez, calvitie, les ravages du temps avec le visage qui se creuse, les interventions reines de la chirurgie esthétique pour les femmes mais aussi les hommes, paupières qui tombent, poche sous les yeux, sourcils tombants ou double menton. Ben, ça fait du monde. Et on veut tout savoir, durée, cicatrice, résultat, et on n'oubliera pas de parler argent. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Bonjour Armand Paranque. Bonjour Jean-François. Dites-moi, mais vous rajeunissez, vous, c'est suspect, non ? Je ne peux pas vous parler de mes secrets. Ah bon, donc ça veut dire qu'il y en a. Ah, il y en a obligatoirement. Alors, avant de détailler, qu'est-ce qu'on peut dire à une patiente, ou un patient d'ailleurs, qui pose la question de la chirurgie esthétique à son médecin de famille ? Je pense qu'il faut lui dire effectivement de voir un spécialiste. Et comment trouver un spécialiste ? Je pense qu'il y a d'abord la piste des qualifications, des sociétés savantes, donc la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens, qui sont vraiment les deux sociétés savantes de la spécialité, et dans le fichier desquels on pourra trouver un chirurgien qualifié. Donc, quand on a fait un chirurgien dans ce fichier-là, on peut y aller à peu près tranquille. Alors, on est sûr qu'il est qualifié, et ensuite, je pense qu'effectivement, l'idéal, c'est le bouche à oreille, bien plus qu'Internet, le bouche à oreille, de connaître quelqu'un qui a été opéré par l'un des chirurgiens qu'on a repéré. Le site internet du chirurgien sur lequel on pourra se renseigner sur son cursus. On a sur tous son des site cursus. internet, il est beau, il fait que de la bonne chirurgie, il dit rarement « Regardez, ce visage-là, c'est moi qui l'ai raté quand même ». Effectivement, mais en principe, il y a quand même des traces de son cursus, il y a quand même des choses qui ne peuvent pas être... Bon, parce que vous voyez quand même, comme nous, des choses qui ne sont pas belles dans la rue. Quand vous vous promenez, de temps en temps, vous n'avez pas envie de vous arrêter de dire « Tiens... je pourrais faire quelque chose », parce que est-ce qu'on peut revenir sur une mauvaise chirurgie ? La plupart du temps, on peut revenir sur une mauvaise chirurgie, mais ça peut être très complexe, et effectivement, ça peut être très complexe. Ouais. Quand j'ai vu, parce que je suis témoin de quelques interventions que vous avez faites, alors là, on ne rentre pas dans la chirurgie esthétique, mais sur des très gros dégâts, que ce soit à l'armée ou des accidents de la route, j'avoue que quand même, quand on voit le résultat, on peut se dire que si vous pouvez refaire un visage chez quelqu'un qui est complètement massacré par un accident ou une arme, vous pouvez le faire chez quelqu'un qui est tombé sur un de vos confrères indélicat. Oui, on peut arranger pas mal de choses. Encore faut-il que les patients le souhaitent, ce qui n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? C'est-à-dire que... c'est vrai que vous m'aviez expliqué un jour qu'il y avait certains faciès un peu simiesques, dirons-nous, qui étaient une mode. Un petit peu caricaturaux, effectivement. Alors, Dieu merci, ce type de demande aberrante sur le plan esthétique existe de moins en moins. Mais vous acceptez ou pas, vous ? Ah non, alors... non, c'est une aberration d'accepter. Je pense que, et même si on a des arrière-pensées financières, qui sont des arrière-pensées, c'est une aberration parce que ça vous fait une très mauvaise réputation à terme, même si le patient ou la patiente est contente. Sauf qu'elle vous envoie toutes ses copines et qu'il y en a certains qui ont fait carrière comme ça. Et qu'elles vont demander la même chose. D'accord. Alors on pourrait parler de chirurgie esthétique pendant des heures avec vous, mais on a décidé de parler de petite chirurgie esthétique. Alors qu'est-ce que vous appelez la petite chirurgie esthétique ? Alors, c'est une voie qui se développe de plus en plus, parce que les patients, évidemment, ne rêvent pas de chirurgie lourde et complexe, avec des suites complexes. Et la petite chirurgie esthétique, on peut la définir comme l'ensemble des actes que l'on peut réaliser sous anesthésie locale,
en ambulatoire, quelques heures à la clinique, puisque la loi impose que ce soit réalisé dans une clinique agréée pour la chirurgie esthétique. Et évidemment, avec un résultat naturel, toujours, c'est incontournable, et avec des cicatrices discrètes, voire invisibles. Oui, ça c'est bon. Tout ce qu'on va détailler ce soir, ça rentre dans ce cahier des charges. Voilà. Bon. Alors, on dit, qu'est-ce qu'on peut répondre à une femme qui rentre dans un cabinet pour parler de chirurgie esthétique? Est-ce que c'est pas parfois le rôle du médecin de la proposer? Parce que ça, je crois que très peu le font. Des médecins traitants? Oui. Ça pourrait être le cas. Après, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup le temps. Dire à une patiente, vous avez des poches sous les yeux, ça prend 15 secondes. Hein. Moi, je pense que ce serait une bonne chose, effectivement. Mais alors, tout le monde ne souffre pas de ces disgrâces physiques ou de ces petits signes de vieillissement. Mais est-ce qu'ils connaissent bien, justement, nos confrères qui nous regardent, la limite en ce qui pourrait être fait ou ne pas être fait? Et est-ce que cette limite, c'est pas effectivement toujours le patient qui doit la franchir? Je pense que le médecin traitant connaît bien ses patients par définition, donc je pense qu'il les cerne bien sur le plan psychologique. Donc il n'y a aucun honte ou problème de conseiller cette chirurgie? Je ne pense pas. Ouais. Par exemple, on va commencer par les oreilles décollées. Alors moi, j'ai toujours entendu dire que les oreilles décollées, il ne fallait surtout pas le proposer à ceux qui avaient les oreilles décollées, que c'était une chirurgie, une des plus intimes, alors que ça se voit comme le nez au milieu du visage, et qu'il y a plein de gens qui se trouvaient très bien avec les oreilles décollées, et qu'on n'opérait que ceux qui disaient « je ne veux plus avoir des oreilles décollées ». Non, c'est un petit peu ça. De toute façon, en règle générale, pour l'esthétique, on peut conseiller quelqu'un avec tact, mais effectivement, on peut très bien vivre avec une disgrâce. Tout ça est très, très personnel. Il n'empêche que les oreilles décollées, c'est souvent le problème d'un enfant. Ça peut être réalisé à partir de l'âge de 7 ans, puisque le pavillon auriculaire a quasiment terminé sa croissance. Et un enfant, dans la cour de récréation, il vit dans un monde qui n'est pas très tendre. Et effectivement, à partir du moment où on voit un enfant qui rentre à la maison chagriné, blessé parce qu'on s'est moqué de lui, bon, là, je pense qu'il faut en discuter sérieusement. Alors, c'est vrai que quand un journaliste a posé, se croyant un peu fin, la question à Serge Gainsbourg de la chirurgie esthétique, il l'a regardé d'un air méprisant et il s'est contenté de pointer le doigt vers la femme avec qui il vivait à l'époque. Donc, ce qui a calmé immédiatement le journaliste. Donc, on peut fort bien supporter ces disgrâces, c'est une question de choix. Parfaitement. Alors, on revient à nos oreilles. Combien de temps? Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Alors, les oreilles décollées, ça peut très bien se réaliser effectivement sous anesthésie locale. Après, libre à chaque patient de demander plus en termes d'anesthésie. Mais par expérience, même un enfant de 7 ans, s'il est motivé, s'il est rassuré, subira ou vivra l'intervention de façon extrêmement sereine, sous anesthésie locale simple, avec une petite cicatrice derrière l'oreille, glissée dans le sillon. C'est une intervention qui dure entre 45 et 60-75 minutes à peu près. Vous coupez du cartilage tout simplement? Alors on ne coupe pas du cartilage, on le fragilise pour que les plicatures puissent être réalisées et qu'elles soient pérennes dans le temps. Et il peut retourner à l'école au bout de combien de temps? En général, une semaine. Une semaine à 10 jours. Alors je vous ai dit que pour chacun des gestes, on parlerait argent, hein, parce que... C'est important pour les oreilles? Alors, un des rares gestes qui peut être éventuellement pris en charge en partie par la sécurité sociale, dans le cas de retentissement psychologique majeur. Oui. Voilà, donc effectivement, un enfant dont on se moque à l'école, c'est très clairement... Ça ne me dit pas le prix? Alors, à peu près 2600, 3000 euros à peu près. Ça, c'est pris en charge? C'est la totalité. Il y a une partie prise en charge par la sécurité sociale. Alors, je ne vois pas pourquoi on accepterait de rembourser les oreilles décollées et la grosse bosse sur le nez, ça ne marche pas, ça. Effectivement, toute l'ambiguïté est là. Et c'est un débat qui est très intéressant. L'apparence physique fait partie et prend part de manière très importante au bien-être psychologique et donc à l'état de santé qui est défini par l'OMS. L'OMS, oui. Ah, ouais, tout à fait. Donc on peut se poser la question pour énormément de... À ma question, la bosse sur le nez ou la pointe un peu trop large, ça fait pas partie, ce que vous appelez la rhinoplastie. C'est pas remboursé. Donc, c'est pas remboursé. Vous faites quoi là c'est de la petite chirurgie, ça? Alors, une rhinoplastie peut faire partie, peut être réalisée effectivement sous anesthésie locale dans certaines conditions. Il faut quand même pas que ce soit la vraie rhinoplastie. Il m'est arrivé de faire de vraies rhinoplasties complètes en sectionnant l'os, etc., avec des ostéotomies. Mais c'était dans des cas très particuliers. J'ai souvenir en particulier d'un chirurgien étranger qui m'avait demandé ça, donc il savait
ce qu'il attendait. Ça s'est très bien passé, mais ça n'est pas très confortable, Ça va pas être ni très pour le agréable. chirurgien, ni pour le patient. C'est merveilleusement passé. Donc finalement, on peut limiter les interventions sur le nez sous anesthésie locale au traitement d'une petite bosse sur le nez ou au traitement d'une pointe un petit peu large, un petit peu longue. Et là, on peut faire des gestes relativement légers. Ouais, franchement, l'anesthésie générale que l'on fait maintenant pour des coloscopies, on peut aussi dire qu'on l'a fait pour ça. Oui, tout à fait. On reste en ambulatoire. Ouais, Ça, c'est tout à fait. une intervention longue. Non, alors si on se limite à des petits gestes sur l'arête du nez ou une bosse ou une pointe large, ça peut durer entre 45 et 60 minutes. Et la cicatrice, elle est où? La cicatrice, dans ces cas, est une cicatrice qui est strictement endonasale. Après, à l'intérieur du nez À l'intérieur du nez, dans les narines. Ouais. Après, les rhinoplasties plus complexes justifient de plus en plus fréquemment et de manière parfaitement légitime une petite cicatrice additionnelle sous la columelle à cet endroit qui va permettre de soulever la peau et d'avoir un accès extrêmement clair et sur les structures à modifier. Je n'ai pas à le faire, mais si j'avais à le faire, je le ferais quand même pas en anesthésie locale, parce que quand même, ça me paraît un peu... Alors, les suites, là, c'est encore... C'est une petite semaine d'œdème. Voilà. Et le plus gênant, quand on met des mèches dans le nez, ce qu'il y a de plus gênant, sont les mèches dans le nez qui empêchent de respirer, mais enfin, ça dure à peu près 24 heures. Et je vous donne combien pour ça? Entre 2 600 et 4 000 euros selon le travail qu'il y a réalisé. C'est un petit peu plus cher que les oreilles. Rhinoplastie, oui, c'est un geste un petit peu compliqué parfois. Alors, j'ai vu que vous arriviez sur le domaine de la calvitie et de la microgreffe de cheveux, ce qui me semblait être le terrain de jeu de certaines officines spécialisées qui conduisent directement d'ailleurs au ministère des Finances. Excusez-moi cette plaisanterie, mais enfin, on a l'impression que ça, c'était des gens qui font ça toute l'année. Des gens comme vous, qui sont des artistes, le font aussi? Ah, tout à fait. Ça fait partie de toute façon de l'arsenal thérapeutique d'un chirurgien plasticien qui a été formé pour ça, et qui peut le plus, peut le moins. Dans les officines auxquelles vous faites allusion, on n'a pas toujours des chirurgiens qui officient. C'est des machines qui implantent, ouais. Alors ça peut être des machines, il y a des robots, effectivement, mais qui ont des limites. Ça ressemble au champ de poireaux quand c'est fini, non? Alors, le problème des champs de poireaux, effectivement, c'est quelque chose qui ne devrait plus se voir. Ouais. Les champs de poireaux, en fait, sont dus essentiellement au fait que lorsqu'on prélève dans la zone postérieure, qui est la zone donneuse, qu'on prélève et on va greffer des groupes de cheveux en nombre trop important. Et un résultat naturel en greffe de cheveux impose l'usage de microgreffes, c'est-à-dire des petits greffons de 1 à 2 cheveux maximum, surtout sur les lignes antérieures qui sont les plus visibles. Et là, on n'a absolument pas de champ de poireaux, c'est très naturel. Mais ça dure combien de temps si vous avez cheveux par cheveux? Par contre, ça dure très longtemps. C'est-à-dire? Un petit peu le problème de cette chirurgie, en fonction du type de séance. D'abord, assez fréquemment sur des calvities un petit peu avancées, il faudra prévoir 2 à 3 séances, à 6-12 mois d'intervalle. Et puis deuxièmement, voire ça plus. ressemble à quoi en attendant les séances? Entre 2 séances? Ouais. Plusieurs mois d'intervalle. Il faut porter une casquette? Alors, pas forcément. Il faut porter une casquette ou équivalent la première semaine parce qu'on a des petites croûtes autour de chaque greffon. Mais ensuite, on ressemble à ce qu'on ressemblait avant que les cheveux ne commencent à pousser. Donc les suites visibles, elles durent combien de temps? Quelques jours. Quelques jours. Il peut y avoir parfois un petit œdème palpébral. Alors là, je comprends bien, là, les prix, on explose, là, non? Alors, en fonction des séances, en fonction de l'importance, et toujours pareil, en fonction du praticien et de la manière dont c'est réalisé. Mais globalement, entre une séance sérieuse, entre 6 et 12 000 euros à peu près. Donc, s'il y a 3 séances, c'est 18 à 36 000 euros. Ça peut être ça. Ah oui. C'est pas, tout dépend de l'importance des séances. Vous signez un bon de garantie après avoir fait ça, parce que si c'est pour voir les cheveux tomber sous le premier shampoing... Non, en principe, ce sont des cheveux qui survivent et que l'on garde toute sa vie. D'accord. Alors, vous conseillez aux gens de commencer tôt, donc? Pour les greffes de cheveux, ouais. Quand ils en ressentent le besoin. Parce que plus on commence tôt, moins ça va se voir, mais plus les cheveux, on va plus voir les cheveux qu'on perd. Parce que les cheveux pourquoi les cheveux que l'on a naturellement tombent et ceux que vous implantez ne tombent pas? Les cheveux que l'on a et qui sont amenés à tomber sont des cheveux qui sont situés sur la partie antérieure et supérieure du crâne. Ces cheveux dépendent des hormones et par conséquent peuvent tomber à cause de cette espèce d'intolérance aux hormones mâles. Et en revanche, les cheveux de la couronne postérieure et de l'occiput ne dépendent pas
et ne tombent pas du coup. Donc on a intérêt à aller les chercher le plus tôt possible, ces cheveux-là. Alors, on peut aller les chercher le plus tôt possible à condition que le patient ressente le besoin. Ouais. En revanche, si on commence très tôt dans la vie, il est absolument impératif de prévoir une stratégie de réimplantation parce que la zone donneuse n'est pas sans limite. Et donc, du coup, il faut vraiment se dire, voilà, si la calvitie est très importante ou qu'elle est amenée à se compléter très vite, il vaut mieux, au terme des séances, il ne faut pas être trop ambitieux. C'est-à-dire qu'il ne vaut mieux pas réimplanter de façon très, très pratique et précise, il ne faut pas réimplanter trop en antérieur. Mais donc, vous avez aujourd'hui des clients que vous avez réimplantés qui peuvent se coiffer comme des footballeurs, c'est n'importe comment. Ils arrivent à avoir des belles chevelures. Alors, des chevelures à la Samson, non, c'est quand même assez rare. Il faut être très réaliste. Il n'empêche que chaque cas est différent, chaque cas est particulier. Un patient qui aura des cheveux clairs, épais, et en grande densité aura tendance à avoir un résultat visuellement supérieur à ceux d'un patient qui a des cheveux noirs, assez clairsemés dans sa zone donneuse en arrière. On aura une impression visuelle supérieure. Donc, on n'est pas tous égaux. Je connais certains présentateurs de télévision très chauves, sur lesquels ça ne se voit pas, mais pour avoir été aux enregistrements des journaux en direct, ils trichent un peu avec une bombe. Hein. Oui, tout à fait. Pour noircir les yeux. Oui. Il faut le savoir. Bon, on va passer sur les ravages du temps, avec le visage qui creuse. Vous savez remplir les régions du visage qui se creusent avec le temps, vous? Oui, alors en particulier le tiers moyen du visage, donc toute la région des pommettes, des paupières, du creux du cerne, petit à petit, avec le temps, va avoir tendance à perdre du volume. C'est l'un des éléments, l'un des Et vous mettez quoi pour... Et à ce moment-là, on a bien sûr les acides hyaluroniques, ça se fait au fauteuil, au cabinet, mais avec une résorption programmée. L'idéal étant de réinjecter la graisse du patient, sa propre graisse. Que vous prélevez où? Et on prélève là où il y en a, donc ça peut être sur un petit bourrelet abdominal. Et à ce moment-là, on a souvent des patients qui nous disent, juste avant l'intervention, profitez-en, prenez tout. Oui, et là, écoutez, ça devient une autre intervention. C'est dommage, j'ai pas besoin de ça. Moi, je saurais vous en trouver. Et alors, vous faites la cicatrice, ça ressemble à quoi? C'est des cicatrices vraiment de la taille d'une aiguille, parce qu'on ne fait que des ponctions, que ce soit pour prélever la graisse ou pour la réinjecter. Vous faites toujours de la microchirurgie ou sur la chirurgie esthétique du visage ou c'est... Alors, on essaye de faire des choses extrêmement discrètes au plan cicatriciel, c'est certain. Mais vous travaillez beaucoup avec un microscope? Je travaille très souvent avec des optiques grossissantes. Ouais. Et pour toute cette chirurgie-là, les blocs et les précautions sont les mêmes? Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui. Ça dure combien de temps, les suites? Les suites durent en général une bonne semaine, 8 à 10 jours, en fonction des territoires concernés et de l'importance des greffes. Ça coûte? Et ça coûte, là aussi, en fonction de l'importance des séances, entre 2500 et 5500 euros à peu près. Ça, 2500 à 4500, ça reste la fourchette en dehors des cheveux jusqu'ici. Hein. Alors, une autre intervention reine, d'ailleurs, je croyais que ça concernait surtout les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui le font, c'est les paupières qui tombent et les poches sous les yeux. Oui, énormément. C'est la première intervention en termes de statistiques mondiales réalisée sur le visage. Donc c'est là où on a le plus de monde sur le visage. Donc les paupières supérieures sont des paupières qui petit à petit avec le temps vont présenter un excédent cutané, parfois un excédent graisseux et qui donne au regard un air fatigué. Et à ce moment-là, on fait une petite cicatrice dans le pli de la paupière supérieure. Donc si la cicatrice... Ça ne change pas la forme des yeux? Ça ne doit pas changer la forme des yeux, sauf demande et nécessité particulière. Ça vous donne un air je suis en forme, quoi. Ça vous donne un air je suis en forme, ni vu ni connu. Et de toute façon, c'est le but de toute chirurgie esthétique maintenant. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Roger Lanzac, qui était un grand présentateur de télévision. Grâce à vous, il aurait pu ressembler à Nikos. Alors, les paupières qui tombent, qui sont lourdes, c'est aussi dans le même type de chirurgie? C'est parfaitement dans le même type de chirurgie. C'est une intervention qui dure 45 minutes à peu près. On reste quelques heures à la clinique. Il faut une petite semaine pour devenir de nouveau présentable. Mais là, elles sont où les cicatrices? Et là, la cicatrice pour la paupière supérieure est une cicatrice qu'on glisse vraiment dans le pli. Ce qui fait que souvent, dès J1, J2, donc, on ne voit plus la cicatrice quand le patient a l'œil ouvert. Ouais. Donc là, toujours les mêmes prix? Oui, autour de 3 000 € à peu près.
Alors vous dites qu'on peut y associer un lipofilling en cas de cerne creux, c'est-à-dire? Oui, alors là pour le cerne creux, c'est la paupière du bas qu'on peut réaliser dans les mêmes conditions, anesthésie locale, pour éliminer les poches sous les yeux et éventuellement pour faire un petit redrapage si il y a un excédent cutané. Et tout ça, effectivement, peut être complété d'un lipofilling. Donc, ce type de greffe dont on a parlé, des réinjections de graisse, quand on a un cerne qui est un creux, ou quand on a, par exemple, sur le rebord orbitaire supérieur, un grand creux qui est très vieillissant aussi, puisque là aussi, on a une perte des volumes avec le temps. J'ai une question qui vient d'arriver sur... Je la traite parce qu'on vient d'en parler. En combien de temps le cheveu repousse? Très bonne question. Sur le moment, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on greffe le cheveu avec sa tige, et dans les semaines qui suivent, la tige tombe. Donc c'est un petit peu frustrant pour le patient, qu'on prévient systématiquement, il va perdre cette tige, et donc le bénéfice immédiat de la greffe. Et petit à petit, à partir de 6 mois, on commence à avoir une repousse de la tige. Donc ok, j'espère que ça vous va. Le double menton. Alors là, ça ne va pas être difficile, moi je sais le faire, si je saurais le faire. On aspire, non? Oui, essentiellement. Alors il faut que la taille du menton soit adéquate et que le visage soit équilibré, mais effectivement, dans l'immense majorité des cas, ça peut faire appel à une lipoaspiration, avec une toute petite cicatrice de 2 à 3 mm sous le menton, dans une zone déclive qui est totalement invisible. C'est de la chirurgie pas trop longue, pas trop lourde? Non, à peu près 45 minutes. La cicatrice? La cicatrice 2 à 3 mm sous le menton, donc vraiment invisible. Et les suites, un petit œdème qui va durer quelques semaines. Sur le plan social, il n'y a quasiment pas d'éviction. Quand on avait discuté de ça, vous m'aviez dit que vous pouvez même planquer la cicatrice derrière les oreilles. Oui, alors tout dépend de l'importance du double menton. Ouais. Un tout petit double menton, on peut faire une toute petite cicatrice ici, et quand il est plus important, on va faire une lipoaspiration de l'ensemble de la région cervicale, et là, effectivement, on complète avec des petites cicatrices derrière les oreilles. Bon, bah écoutez, ça coûte combien, ça? Autour de 3 000, 3 500 € à peu près. Question, je les prends en même temps qu'ils arrivent, là, parce que ce qui concerne paupière du haut, est-ce que c'est plus simple que celle du bas? Est-ce que ça change au niveau des suites? Oui, techniquement, pour un chirurgien qui se forme, je pense que l'apprentissage pour le haut est plus simple, plus facile. Pour la paupière du bas, il y a souvent un décollement avec un plan qui est extrêmement tenu et très précis. Après, si on veut vraiment avoir des résultats parfaits, tout est un petit peu technique. Donc, si je comprends bien, vous pouvez traiter un double menton, vous pouvez, partout où il y a du volume, vous pouvez aller faire des petites corrections, non? Oui, exactement, y compris sous anesthésie locale. Oui. Un petit ventre, des petites poignées d'amour, à condition que les volumes ne soient pas énormes, peuvent se traiter sous anesthésie locale. Il y a certains qui peuvent oublier. Bon, le menton trop petit ou la rétrogénie? Alors, le menton trop petit, alors on peut souvent avoir justement, ça peut être une cause de double menton par exemple, avec un cintre en fait osseux qui soutient mal les parties molles. Donc il faut à ce moment-là augmenter la taille du menton pour rééquilibrer le visage et donner un meilleur soutien aux parties molles. Alors la technique la plus rapide, la plus simple, la plus légère pour le patient est tout simplement d'aller poser une prothèse. Ah oui, là on n'est plus dans la petite chirurgie, là, si vous mettez un... Ça reste une chirurgie relativement légère en termes de durée. Vous mettez un menton en acier? Et on met un menton, alors ça peut être du silicone. Oui, enfin, j'ai dit en voilà, acier. ce sont des petites prothèses en silicone. Vous le sentez quand vous touchez votre menton après? Pas tellement, non, pas tellement. On garde une pointe de menton assez mobile, assez souple, que l'on positionne du coup, en général, par une petite incision glissée à l'intérieur de la bouche. Donc une cicatrice sur la gencive. Ah oui. Aucun risque de ressembler à un Dalton, non? Il faut absolument choisir la bonne prothèse avec des dimensions raisonnables. Ou aux deux frères bien célèbres qui sont dans les médias. Là, ça coûte aussi toujours le même prix, 3 200. C'est à peu près ça, avec le matériel. Les sourcils qui tombent? Les sourcils qui tombent peuvent aussi donner un air fatigué. C'est assez vieillissant et on a deux techniques en fonction des anomalies présentes. On peut tout simplement faire une cicatrice au ras du sourcil. Et ça, c'est une solution qui est extrêmement efficace. C'est la plus légère à vivre pour le patient, mais il faut avoir un front un petit peu ridé. Et sinon, on peut faire un lifting temporal à ce moment-là avec une cicatrice un petit peu à distance dans les cheveux. Vous allez
Vous allez enlever là, à ce moment-là, vous pouvez enlever aussi les rides du front ou Alors on peut enlever les rides du front, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça fait partie de. Enfin bon, c'est ce que ça donne pas ces espèces de fronts immobiles, des injections de Botox au niveau du front. C'est-à-dire que là, je reprends quelques anciens présentateurs de télé qui étaient complètement figés avec le Botox. Non, si le dosage est bien fait, est bien réalisé, le résultat naturel en chirurgie esthétique, c'est aussi une question de dosage. Ouais. Que ce soit pour le Botox, la dose, la concentration, les points d'injection, ou pour la chirurgie, on va doser la tension, on va doser les décollements, on va doser les volumes injectés de graisse. Et à ce moment-là, on a des résultats parfaitement naturels et on préserve la mimique. Alors les actrices qui ont des lèvres qui ressemblent à des pneus de poids lourds, c'est un mauvais dosage. Oui. C'est toujours ça. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, de la chirurgie ou du Botox quand on a des cicatrices au niveau du front? C'est une très bonne question. La chirurgie, le front, la zone du front est la seule zone du visage dans laquelle finalement ce qu'on a pu lire dans les magazines, on le lit moins aujourd'hui, fini la chirurgie, vive les injections, vive le Botox. C'est la seule région du visage dans laquelle ça n'est pas faux. C'est-à-dire que globalement, le Botox, au niveau du tiers supérieur du visage, a remplacé 90%, 95% des indications chirurgicales. Une autre question, les fils tenseurs sont-ils vraiment efficaces et combien de temps ils durent? Alors, les fils tenseurs, oui, je pense qu'il y a pas mal de progrès dans les fils tenseurs. Moi, ce que j'explique toujours à mes patientes, c'est qu'il est hors de question, il est aberrant de proposer à ces patients des fils tenseurs en disant que c'est le nec plus ultra et que de toute façon, on ne fait plus de lifting. C'est totalement faux. Les fils tenseurs donneront des résultats moins complets et des résultats moins durables que ceux de la chirurgie. Et moins durable, ça veut dire qu'un fil tenseur va donner un résultat sur un ovale de visage, par exemple, qui est une très bonne indication de fil tenseur. On aura un résultat qui va durer à peu près 2 ans. En revanche, c'est effectivement un geste qu'on peut réaliser au cabinet avec de toutes petites anesthésies locales et des suites qui sont très légères. Alors, j'ai plein de femmes que vous avez opérées, qui sont connues. Quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit « J'ai refait l'ovale du visage, qui était pas assez net, qui était tosé avec des bajous. J'ai remonté un peu les joues. C'est quoi ça ?» Alors là, c'est un lifting. Alors on a le classique lifting cervico-facial qui va traiter tout l'ovale du visage, les joues et le chirurgie, cou. Ça. C'est un petit peu plus important en termes de durée et de suite. Et après, effectivement, l'un des gros avantages de ce type de chirurgie, c'est qu'en fonction des cas, on peut la compartimenter et réaliser des liftings par étage. Et à ce moment-là, la durée et la lourdeur de l'intervention sont beaucoup plus courtes, c'est beaucoup plus léger en termes de suite. On peut, par exemple, pour traiter l'ovale, ne faire que cette partie-là du visage, avec une petite cicatrice dans la patte, des deux côtés en même niveau temps, de l'oreille. j'espère. En principe, des deux côtés en même temps. Oui, parce que ça ne va pas être terrible. Voilà. Ça, c'est un peu plus long, des suites un peu plus longues et un peu plus chères. Oui, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut faire ça de façon extrêmement minutieuse, et comme toute chirurgie du visage, bien sûr. Globalement, il faut compter à peu près 2 heures. Bon, il y a évidemment des variantes. En termes de suite, entre 8 et 12 jours, en fonction des patients et de leur réaction. Et puis, à la clinique, ça peut également se faire en ambulatoire dans la journée. Oui, pas sous anesthésie locale quand même. Ça peut se réaliser très bien sous anesthésie locale. Ça peut être agréable, non? Ça coûte? Et ça coûte, là aussi, en fonction des cas, entre 4 600 et 8 000 euros à peu près. Donc, vous savez tous qu'il faut mettre l'argent de côté, parce que tout ça fait... Si on veut faire pas mal de choses, on commence à rentrer dans un beau budget. Mais bon, il faut savoir si on veut. On terminera avec le cou fripé et le lifting du cou. C'est aussi parce que là, il y a énormément de gens qui ont le cou fripé. Ouais. Est-ce que vous conseillez, ou plutôt vous conseillez de mettre un foulard et que ça coûtera moins cher? Non, c'est une très bonne intervention. À ce moment-là, on peut aussi faire un lifting étagé, limité au cou. Cette fois, les cicatrices seront cachées derrière les oreilles, un petit peu comme celle de l'autoplastie. Parfois avec un petit prolongement dans le cuir chevelu en occipital. Et ça permet vraiment d'avoir un résultat de redrapage et de remise en tension du cou qui est très performant, très durable. Et avec l'avantage, là aussi on a des suites à peu près d'1 semaine, mais avec un gros avantage, c'est qu'on peut très facilement cacher un cou dans un foulard. Et avec une facture de 4 600 à 6 500 à peu près. Eh bien écoutez, on va passer à vos questions qui sont assez nombreuses. Alors tout d'abord, j'ai plein de questions qui concernent un sujet que vous ne vouliez pas traiter.
c'est-à-dire ce que vous appelez la chirurgie intime. Oui. Hein, Ouais. c'est-à-dire, je me fais rallonger le sexe, ou pour les femmes, c'est quoi la mode? Alors, on peut faire pas mal de choses. Là, je pense qu'actuellement, l'intervention la plus fréquente, c'est une intervention qu'on appelle la nymphoplastie, qui concerne les petites lèvres, Ouais. qui permet de modifier, de raccourcir les petites lèvres. Donc ça, vous faites pas, vous? Alors, personnellement, non, mais il y a... Non, mais pourquoi vous le faites pas? C'est parce que vous trouvez... Soit vous n'avez pas le faire, vous pouvez me le dire aussi. Non, j'ai un champ d'activité qui me convient parfaitement, Ouais, et effectivement, avec 75% de visage. Ouais. Et je fais effectivement la silhouette, et j'adore ça, mais... Et voilà, je pense qu'il y a un moment où... Alors, en règle générale, dans la demande de chirurgie esthétique, donc, mon cher confrère, on ne parlera pas de la pénoplastie. Il faut tenter votre chance. On peut en parler sinon, mais... Oui, non, mais bon, voilà. c'est pas votre expertise. Le visage se représente quelle proportion dans la chirurgie? Alors, à l'échelon mondial, sur le plan des statistiques, le visage doit représenter à peu près 35 à 40% des interventions réalisées dans le monde. Le corps est vraiment domine avec les prothèses mammaires. C'est vraiment la chirurgie la plus fréquente à l'échelon mondial. Ensuite, c'est la lipoaspiration, etc. Dans mon activité, par contre, ce que je vous disais, moi j'ai une activité qui est quand même 70-75% visage. D'accord. Une Est-ce grande que, chance. une question d'un médecin qui dit, est-ce que le docteur Parenque montre des photos de ce qu'il pense ressembler, ou voire même maintenant avec le morphing, est-ce que vous pouvez montrer sur l'ordinateur ce que va devenir la... Oui, c'est très intéressant. Nos patients nous en parlent assez régulièrement et nous demandent effectivement si on peut leur montrer une simulation. En réalité, on fait ce qu'on veut. Un bon graphiste fera ce qu'il voudra sur un ordinateur. Un très bon chirurgien ne fera jamais exactement ce qu'il veut sur... par exemple, on peut pas faire n'importe quoi sur un visage. C'est pas de la pâte à modeler. Il y a des spécificités individuelles, il y a des spécificités de cicatrisation, de réaction. Donc en fait, c'est le fait de le montrer et de faire l'infographie sur son ordinateur, c'est plus du marketing que les préliminaires, les prémices d'une chirurgie. En revanche, ce que je fais, et ce que je trouve très, très réaliste et donc assez honnête, c'est que par exemple, une patiente vient me voir pour un lifting et je vais essayer de lui montrer des visages qui sont un petit peu de son type de morphologie et un petit peu proches de son stade de vieillissement. Et lui montrer un petit peu ce qu'on peut espérer entre un avant et après, ce qu'on peut espérer obtenir. Alors, il y a plusieurs questions qui sont un peu que je vais résumer en disant est-ce que ça vous arrive de dire non, madame ou monsieur, j'aimerais bien que vous voyiez un psychiatre? Oui, alors j'essaye de le dire avec tact. Bah, là, je ne l'ai pas dit tellement. Mais bien sûr. Dès qu'on sent que la demande est axée sur l'esthétique, mais qu'en réalité elle traduit un malaise beaucoup plus profond, et évidemment on se méfie, et ça signifie de toute façon qu'un geste esthétique, même parfait, ne donnera pas satisfaction à ce patient. Alors, vous donnez des coûts extrêmement variables. Est-ce que ça, deux questions. Est-ce que les meilleurs sont-ils les plus chers, et est-ce que la fourchette haute, c'est vos tarifs? Alors, les meilleurs sont les plus chers, pas forcément, mais on comprendrait pas bien que les meilleurs ne soient pas chers. Et après, les fourchettes hautes, moi, mais mes tarifs correspondent à peu près à ces fourchettes, tout simplement parce qu'il y a une personnalisation indispensable. Les gestes ne sont jamais les mêmes d'un visage à un autre. Est-ce que vous faites des efforts si vous voyez que les gens ont un petit problème financier? Bien sûr que ça m'arrive. Bien sûr que ça m'arrive. Après, vous connaissez la nature humaine, et les gens ne sont pas forcément honnêtes non plus dans leur manière de se présenter. Mais bien sûr. Le remboursement, vous pensez qu'un jour, les mutuelles vont se mettre sur ce marché-là? Qui sait? Est-ce qu'on en parle ou pas? Qui sait? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Êtes-vous satisfait, dans quelle proportion êtes-vous satisfait des interventions que vous faites? Alors, il va répondre 100%, mais peut-être que l'honnêteté, c'est de dire que de temps en temps, on est un peu... Oui. Je pense que très clairement, on est tous, et tous les médecins et chirurgiens savent que la médecine n'est pas une science exacte, qu'il faut rester très humble, donc on n'a pas 100% de résultats. Parfait, maintenant on y travaille. Et on y travaille jour et nuit, donc je pense qu'on a... Non, globalement, on a quand même des résultats très satisfaisants dans une proportion énorme de notre activité, des patients, et en particulier quand on demande à nos patients s'ils sont satisfaits.
Comme la plupart des spécialistes de votre genre, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, vous n'avez aucun contact avec le médecin de famille, point d'interrogation, 3 points d'exclamation. On n'en a pas assez. On n'en a pas assez, mais je pense que c'est certainement un petit peu notre tort. On a souvent des médecins traitants qui sont très très occupés aussi. Non, mais est-ce que vous faites une lettre, par exemple, au médecin traitant? Alors, je le fais le plus souvent possible. Ouais. Ouais. Mais alors, évidemment, quand le malade le demande ou... Non, parce non, que les malades ne peuvent ne pas avoir envie que leur médecin sache qu'elles... Alors, c'est vrai. Ouais. On demande systématiquement les coordonnées du médecin traitant. Après, évidemment, on fait 100% de courrier lorsque c'est le médecin traitant qui nous adresse le patient. Et là, il y a toujours un contact. D'accord. Alors, ce que je pressentais un peu, quand on a mis le doigt dans l'engrenage de toutes vos interventions, on prend un abonnement, point d'interrogation. Là encore, c'est un peu, je dirais, un peu d'humour, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez détaillé. Si on rentre chez vous, vous faites quoi? Parce que c'est toujours embêtant. On commence par quoi? Parce que souvent, les gens ont pas mal de trucs. Oui, mais on a un rôle et un devoir de conseil. Moi, je trouve que on a énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir des patientes qui me font vraiment confiance et du coup, qui nous donnent carte blanche en termes de conseils. Et on peut déterminer des stratégies avec des priorités. Mais on peut s'arrêter quand on veut également. Oui, donc vous pouvez refuser, vous, d'un côté. Voilà. D'autre part, vous faites un espèce un état des lieux, si vous voulez, vous êtes chef de chantier en disant, bon, je vais commencer par ça. Ou, comment vous faites? Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, bon, allons-y, docteur Parent, que je veux tout faire, quoi. Alors, d'abord, il faut rester très raisonnable sur le plan médical. Et sur les, mais tout ce que vous dites, c'est pas très dangereux. C'est de l'ambulatoire, des anesthésies locales. Oui, tout à fait. Mais effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Non, je suis d'accord. Mais dans le temps, vous programmez... Alors, on fait effectivement un état des lieux. Moi, c'est ce que je fais avec mes patients. Et je les examine. On fait un état des lieux. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je leur dis, voilà, dans l'idéal, voilà ce qu'il faudrait faire. Mais maintenant, on peut faire des compromis. On peut étager les gestes dans le temps. Et puis, on peut en éliminer certains. Et à ce moment-là, on fait un choix ensemble. Il y a quand même alors, je ne sais pas si c'est un de vos patients qui a réussi à passer entre les mailles cette émission est codée. Hein. Si on veut la voir décodée, ça sera dans 3 mois sur YouTube. Mais il dit, je confirme qu'il fait des efforts financiers. Je ne sais pas qui c'est, mais comme quoi, si vous n'en aviez pas fait, vous auriez été pris. Après une catastrophe, donc, je vous ai déjà posé la question, mais j'ai 2 questions là-dessus. Il y a une deuxième chance avec un spécialiste des gueules cassées comme vous? Il ne faut pas hésiter à avoir recours? Non, il faut pas hésiter. Après, effectivement, pour le chirurgien, c'est à la fois un défi technique, et puis sur le plan humain, c'est d'un grand apport. On a souvent envie, face à quelqu'un qui n'a pas été vraiment réussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent sur des patients qui sont partis à l'étranger parce que les coûts étaient absolument incomparables. Et là, les résultats sont incomparables. Alors, de aussi. temps en temps, ça se passe très bien, bien sûr et heureusement, mais quand ça se passe mal, c'est très compliqué. Et on a envie, sur le plan humain, de faire quelque chose. À l'inverse, sur le plan médico-légal, c'est quand même très compliqué pour nous. On dit quoi aux mineurs qui rentrent dans votre cabinet tout seuls? D'abord, est-ce que vous demandez la carte d'identité? Parce que je vous assure que quand on se promène dans la rue, savoir s'ils ont entre 15 ans et 20 ans, c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai, comme dans les boîtes de nuit, mais on leur dit... C'est aussi peu éclairé chez vous? on leur demande de venir avec leurs parents, avec l'un des parents, et de préférence même les 2 si les parents sont divorcés. Et alors, ça va être la dernière question qui vient d'un groupe de médecins qui font une réunion de FMC à Saint-Jean-de-Luz. Il y a des endroits pires pour faire de la formation médicale continue. Pourquoi un chirurgien si brillant se retrouve à faire ce type d'intervention? L'argent, probablement. Je vous remercie pour le si brillant. Mais... Non, mais c'est vrai, attendez, on ne va pas se cacher. Moi, je suis témoin. J'ai vu ce que vous faisiez. Vous êtes un chirurgien des armées. Vous avez réparé des gueules cassées pendant des années. Et là, aujourd'hui, vous dites, tiens, je vais remettre un petit peu de graisse sous les pommettes. Donc, c'est pour ça on est un petit peu... ça vous manque, d'ailleurs, l'action? Alors, j'ai de toute façon les patients qui, de tout temps, m'ont posé cette question. En fait, c'est très simple. Je pense qu'un chirurgien esthétique compétent doit ou a dû
exercer en chirurgie reconstructrice, parce que ce sont vraiment les bases du métier, et quand on est habitué à reconstruire un visage ou autre d'ailleurs, manuellement un lifting c'est beaucoup plus simple. Le cahier des charges est différent, mais c'est manuellement beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment une base de formation qui devrait être une règle absolue, et je crois qu'aujourd'hui c'est d'ailleurs la règle dans les services de qualité. Donc qui déjà, peut le plus, peut le moins en plus. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, et reconstruire un visage en faisant une greffe et passer 12-20 heures au microscope à suturer des vaisseaux, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de réaliser un lifting. Encore une fois, le cahier des charges est différent, et ensuite, il faut effectivement le respecter. Mais la deuxième, donc de tout temps, en fait, j'ai opéré des patients en chirurgie reconstructrice et en chirurgie esthétique, et au Val-de-Grâce, on avait, dans nos salles d'attente, les deux types de patients. Et j'avais déjà à l'époque des patients qui venaient pour un lifting et qui me disaient en rentrant dans mon bureau, professeur, je suis vraiment gêné après ce que j'ai vu dans la salle d'attente, ma demande va vous paraître complètement futile. Mais ça n'a rien de futile, c'est une chirurgie effectivement ce que vous disiez, Jean-François, c'est une chirurgie qui va chercher à traiter le mal-être, et le bien-être qui est réel après une chirurgie esthétique réussie fait partie de la définition de l'état de santé de l'OMS. Donc c'est très complémentaire, et je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, je continue la chirurgie reconstructrice. Oui, c'est vrai, je suis témoin aussi. J'ai vu quand même des drôles de choses que vous avez réparées. Enfin, que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Alors, on arrête les questions. L'émission est finie. Vous avez des questions sur la médecine esthétique, il faudra revenir le faire. Il y a quand même quelqu'un qui dit si on fait vraiment tout ce qu'il faut avec la médecine esthétique et qu'on s'entretient de bonne heure, on fera reculer la chirurgie, oui ou non? Il y aura toujours un moment. Alors, effectivement, on peut faire reculer. La médecine esthétique a un rôle de prévention, c'est vrai. Et c'est cette manière aussi, dans ce but, que je l'emploie également. Et ce qu'aura de plus en plus, la médecine esthétique a du mal à remonter les tissus quand ils sont tosés. Et ça, c'est l'un des effets du vieillissement, des tissus qui tombent, c'est très déprimant. Là, pour l'instant, la chirurgie, quand même, a des résultats inégalés. Allez, merci. On a dépassé le temps, c'est rare. Je vous rappelle, merci Armand Paranquin, c'était vraiment passionnant. Merci, et beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, en faire profiter des collègues ou des amis, ou conseiller d'ailleurs à vos patients dans quelques semaines, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, site YouTube, sur le site c'est la reprise, hein. Le site fréquencemédicale.com bien sûr, mais surtout le site YouTube Fréquence Médicale, où là vous avez toutes les émissions. N'oubliez pas de les liker, pouce levé, c'est ça qui fait monter l'audience. Alors la semaine prochaine, on pourrait penser que l'on reste dans l'esthétisme, pourtant nous parlerons de chirurgie bariatrique, et qui, croyez-moi, est devenue une des disciplines les plus étonnantes de la médecine. Merci Armand Paranque, et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.